regarder. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Indy et je suis accompagnée de Dr Boutrin. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Bonjour Indy, merci de m'avoir sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler du système cardiovasculaire. Alors, le système cardiovasculaire, c'est le cœur, le sang et les vaisseaux sanguins. D'accord. Quelle est la fonction des vaisseaux sanguins? Alors, les vaisseaux sanguins, c'est, comme on dit, c'est comme, comment dire ça? C'est pas les tuyaux. J'essaie de trouver un mot qui est un petit peu... C'est le système de... D'accord, on va dire les tuyaux qu'il y a dans le corps, voilà, de circulation, qui achemine le sang dans tous les organes et les cellules, et voilà. OK. Donc, ces vaisseaux sanguins, ils acheminent le sang. Le sang, de quoi est-il composé? Alors, le sang, on a les globules blancs. Okay. Pour le rôle au niveau de la défense immunitaire, les globules rouges pour le transport de l'oxygène. On a les plaquettes pour le système de coagulation. Et puis, il y a aussi des petites molécules, genre électrolytes, les hormones, les protéines, voilà. D'accord. Je sais que les jeunes en général ne sont pas trop... comment dire, ils font pas trop attention à leur système cardiovasculaire. Est-ce qu'ils ont raison de ne pas faire trop attention? Est-ce que les jeunes ne sont pas vraiment touchés par les maladies cardiovasculaires? La beauté d'être jeune, c'est d'avoir une bonne résilience cellulaire. C'est-à-dire que même si on fait des écarts qui auront peut-être des résultats négatifs, les cellules sont assez vivaces et elles peuvent accuser le coup beaucoup mieux que lorsqu'on est beaucoup plus âgé. Enfin, maintenant, est-ce que ça veut dire que l'on doit faire ce que l'on veut et ne pas faire attention? Ça, c'est différent. Donc, il faut toujours faire attention. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas ressentir toutes les conséquences immédiatement qu'il faut faire certaines choses, parce que plus tard, on va ressentir les conséquences des actions de peut-être 10 ans, 20 ans auparavant. Donc, on est jeune, c'est bien, on s'amuse, mais il faut aussi investir dans le futur, de la santé future. D'accord. Donc, bon, on fait un peu attention. Oui. Mais quels sont les facteurs de risque des maladies qui touchent au système cardiovasculaire? Alors, les facteurs principaux, il y a le tabagisme. D'accord. Alors, les cigarettes. Il y a aussi la e-cigarette. Cigarette, c'est-à-dire parce que la nicotine et enfin aussi la pollution pulmonaire qui est générée, c'est un facteur au niveau des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le stress. Le stress aussi, ça joue au niveau du système cardiovasculaire, parce que la pression artérielle va être aussi impactée. On a vu que le stress, c'est un facteur de risque de toutes sortes de maladies. Il faut faire attention à son stress, il faut bien gérer son stress. Voilà, tu as bien parlé, exactement. Il y a aussi le poids. Oui. L'excès de poids, on sait que c'est un facteur aussi au niveau de l'obésité. Il y aura aussi des conséquences au niveau des vaisseaux sanguins, les dépôts qui sont de graisse, qui sont des lipides qui vont se faire dans les vaisseaux aussi. Le diabète lui-même est aussi un facteur au niveau des maladies cardiovasculaires. Le cholestérol, surtout le mauvais cholestérol aussi. Il y a aussi l'exercice physique, l'activité physique. Si l'activité physique est conséquente, je ne parle pas d'activité qui sera vraiment, comment dire, de l'excès, parce que toute bonne chose en excès, c'est pas bon. Oui. Mais suffisamment pour pouvoir stimuler la circulation sanguine, les endorphines et ce genre de choses-là, bon, ça c'est bien. Mais si on n'est pas assez actif au niveau physique, il y aura aussi comment on dit, ça n'aide pas le système cardiovasculaire. D'accord. La consommation d'alcool. Oui. Alors, je sais que que les jeunes, ils aiment bien dire « Ah oui, j'ai 18 ans » ou alors « j'ai l'âge de la majorité ». Oui, maintenant, c'est bon, on peut y aller. Voilà, maintenant, je vais essayer pour voir, comment on dit, le goût, ou alors qu'est-ce que ça fait de boire de l'alcool. Bon.
Parce que bon, une petite bière, ça ne fait pas de mal. C'est pas de mal, mais le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui prennent goût, qui développent un système de dépendance. Et puis à ce moment-là, alors là, on commence à rentrer dans les problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Oui. Et là, on parle d'alcoolisme, un problème de consommation d'alcool qui est assez important. Donc là, ça peut aussi impacter au niveau du développement des maladies cardiovasculaires. Je pense que ce sont les facteurs qui sont les plus importants. Il faut aussi voir au niveau des antécédents médicaux. Si dans la famille, il y a, on sait qu'il y a beaucoup d'antécédents au niveau des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires, ça veut dire déjà qu'il y a une prédisposition au niveau de la famille. Donc, il faut aussi porter attention à ça. Voilà. D'accord. Donc, il faut qu'on fasse attention à nos antécédents familiaux et à notre mode de vie et au stress. Voilà. Donc, tout ça nous amène à quelles sont donc les maladies qui concernent le système cardiovasculaire? Alors, je dirais, les maladies, au niveau des jeunes, les maladies cardiovasculaires, on n'aura pas la majorité, ce n'est pas la population, ce n'est pas le groupe de la population qui aura le plus de maladies cardiovasculaires. Donc, ça sera plutôt dans les personnes un petit peu plus âgées, voilà. Toutefois, les risques de facteurs, enfin les facteurs de risque, ça commence dans les jeunes années. Donc, les maladies cardiovasculaires, je sais, j'avais fait une étude au niveau de la population des étudiants dans l'une des universités où j'ai travaillé. Et il y avait des étudiants qui étaient déjà à risque d'hypertension, pré-hypertension, oui. Donc, ça peut commencer très tôt. D'accord. Alors, l'hypertension, c'est une élévation trop importante de la pression artérielle et ce n'est pas seulement temporaire, c'est continu. Et en général, la pression c'est quand elle excède en fait, 140 sur 90, ou alors, je sais que dans le système français, c'est 14 sur 9. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de l'hypertension. Là, il faut vraiment traiter. Et quels sont les risques de l'hypertension? Quand on a de l'hypertension, qu'est-ce qui peut se passer dans notre vie? Alors, imagine que tu as, enfin, imagine le vaisseau sanguin, c'est comme un tuyau. Oui. Imagine, bon, c'est fait avec des cellules de différentes couches, de différents types de cellules. Alors, quand la pression artérielle est trop élevée tout le temps, la pression continue ça exerce une pression contre les parois internes des vaisseaux. Donc, imagine que tu as des petits marteaux qui sont tout le temps en train de taper contre la paroi des vaisseaux. Vraiment, c'est ça la comparaison. Eh bien oui, parce que la pression est trop forte. Donc, les vaisseaux, la paroi interne des vaisseaux est faite pour pouvoir, comment dire, tolérer une certaine pression. Maintenant, tu vas beaucoup au-dessus. La pression normale, c'est 120 sur 80, ou alors 12 sur 8. OK. Donc, imagine maintenant, tu vas à 14. Donc, tout le temps, tu es en train de taper Je n'aurais pas aimé. Tout le temps, voilà. Tout le temps. Donc, à un moment, les vaisseaux, il y aura des dégâts. Oui. Cellulaires, ça va commencer à abîmer les cellules. Il y aura d'autres choses, direction inflammatoire. Ça va vraiment compromettre l'intégrité du tissu, en fait, de la paroi du vaisseau sanguin. Mais oui. Et ça va, voilà. Mais si le sang qui est contenu dans les vaisseaux sanguins, qui sont du coup atteints, se répand dans le corps, là on a un problème. Ah ben oui, mais la pression, surtout dans les zones plus proches du cœur, c'est là où la pression est la plus forte. Donc, dans ces zones-là, en général, et puis bon, aussi, le cœur sera aussi un problème. Parce que le sang retourne dans le cœur au niveau des oreillettes. Oui. Surtout au niveau de l'oreillette droite. C'est là où le sang qui vient de tout le corps retourne au cœur. Donc, l'oreillette droite, elle aura aussi, elle va souffrir. Et d'ailleurs, dans les cas d'hypertension, l'oreillette droite, elle produit, comme on dit, une molécule
qui est indicatif de l'hypertension. En fait, ça dit au cerveau, écoute, je suis en problème, la pression est trop forte, il faut baisser la tension artérielle. Donc, elle envoie un message une molécule, un genre de... Comment dire? Ce transmetteur-là. Voilà, de messager. Et le cerveau va dire, OK, Lauria doit être en train de souffrir, il faut vraiment diminuer la pression artérielle. Et à ce moment-là, il y aura des réactions qui vont se faire pour pouvoir diminuer la pression artérielle. Donc, c'est pour te dire que même que la pression, que l'hypertension, ce n'est pas seulement les vaisseaux sanguins, il y a aussi le cœur aussi qui souffre. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu du cœur? Donc, tu viens de dire que l'oreillette droite, c'est cette partie-là qui va recevoir le sang qui sort de tout le corps. Donc, ce sang-là, ça veut dire qu'il a moins d'oxygène. Si je me souviens un peu de comment ça fonctionne, il a moins d'oxygène que le sang qui va repartir du cœur. C'est bien ça? Oui, alors, il y a deux systèmes qui prennent place au niveau du système cardiovasculaire. Il y a la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Alors, pulmonaire, c'est entre le cœur et les poumons. La circulation systémique, c'est entre le cœur et le reste du corps. Alors, les cellules, elles ont besoin d'oxygène. Oui. Voilà. Alors, comment on va amener l'oxygène aux cellules? Il faudra mettre de l'oxygène dans le sang. Comment est-ce qu'on met l'oxygène dans le sang? L'oxygène, il se fixe sur les globules rouges en utilisant l'hémoglobine. OK? Donc, le mécanisme au niveau du corps, c'est une fois que le sang oxygéné, il va dans le reste du corps. Alors là, c'est la partie gauche du cœur qui génère, enfin le ventricule gauche, qui, comme on dit, génère une pression pour que le sang puisse aller dans toutes les artères pour distribuer le sang oxygéné dans le corps. Mais les cellules qui sont dans les tissus, elles vont prendre l'oxygène. Oui. Et puis en revanche, elles vont donner le dioxyde de carbone parce que c'est un produit du métabolisme cellulaire. Il y aura un échange. Voilà, il y a un échange de gaz, de gaz. Voilà, de gaz d'oxygène. Alors, les cellules reçoivent l'oxygène et en même temps, comme on dit, donnent le carbone, le dioxyde de carbone qu'elles ont généré durant leur métabolisme. Donc maintenant, le sang a perdu sa teneur élevée en oxygène, mais maintenant, la teneur est élevée en dioxyde de carbone. Alors, ce sang-là va retourner au cœur pour pouvoir être, comment dire, pompé ou alors être propulsé sur les poumons parce que c'est prioritaire d'avoir de l'oxygène. On peut pas retourner le sang qui n'a pas d'oxygène pour être redistribué. Non, c'est pas ce que le corps c'est pas ce dont le corps a besoin. Donc, la première, la réaction urgence, enfin, le mécanisme urgent, c'est de réoxygéner le sang. Donc, le sang rentre par l'oreillette droite, enfin, le ventricule droit. Après ça, par rapport aux artères pulmonaires, il va arriver aux poumons. Il y a un échange de gaz. Alors là, les poumons vont apporter l'oxygène pour mettre l'oxygène dans le sang et prendre le dioxyde de carbone qui est dans le sang. Et maintenant, le sang est oxygéné et il va retourner dans le cœur sur le côté gauche. Et le ventricule gauche va pouvoir maintenant générer la pression pour pouvoir envoyer le sang dans toutes les artères pour que le sang oxygéné puisse arriver dans les tissus. Voilà, et le cycle continue. Donc les deux, la circulation systémique et pulmonaire, c'est vraiment ce qui agence l'apport d'oxygène, comme on dit, aussi se débarrasser du dioxyde de carbone, tout ça, voilà. OK. Donc, on a deux fonctionnements. C'est on prend de l'oxygène, les cellules du corps prennent, les cellules, l'organe prennent. Et ils remettent. Voilà. OK. Donc, c'est comme ça que le cœur fonctionne. Les vaisseaux sanguins aident à tout ça. Comment le sang riche en dioxyde de carbone est aidé à remonter des pieds vers le cœur? Alors là, les veines. Les veines
sont responsables de, comment on dit, du retour du sang vers le cœur. OK. Voilà. Alors, les veines sont différentes des artères. Les veines sont plus larges, mais elles n'ont pas autant de tissu musculaire. OK. Donc, le tissu musculaire est bien pour pouvoir aider avec la pression artérielle, pour aider le sang à bouger. Maintenant, les veines, elles n'ont pas ça. Lorsque le sang arrive, par exemple, mon cœur est dans ma poitrine, j'ai mon gros orteil. Donc, le sang fait beaucoup de... comment on dit, le sang a fait du chemin. Mais oui. Donc, maintenant, il faut remonter. Donc, déjà, il faut déjà lutter contre le système de... comment dire ça? La gravité. La gravité. Et puis, il y a aussi la perte de la pression artérielle. Parce qu'on est loin du cœur, là, maintenant. Donc, la pression artérielle a vraiment diminué. Donc, les veines ont un système de valves à l'intérieur. Et ce sont des valves et ça aide le sang. Alors, quand le sang remonte, c'est, comme on dit, c'est sens unique. OK. Voilà, c'est un sens unique. Donc le sang monte et après, une fois que le sang passe, les valves se referment pour éviter que le sang retombe. D'accord. Donc, le sang continue à monter et puis voilà, c'est comme ça que c'est acheminé. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est aussi très important pour le retour du sang au niveau à travers les veines, c'est l'activité physique. Alors, les muscles qui sont autour des vaisseaux sanguins, surtout des veines, par exemple, là, je bouge, je suis en train d'activer des muscles, et là, les muscles vont aider à propulser le sang vers le cœur. D'accord. C'est pour ça que c'est bien d'être actif physique, d'avoir de l'activité physique, parce que non seulement c'est bien pour les endorphines, tout ça, mais aussi c'est très important pour la circulation sanguine, surtout au niveau des veines qui n'ont pas comment on dit, la couche de se contracter. Voilà, et non pas la couche de muscles que les artères ont. Donc le système de valve, mais aussi la pression des muscles qui sont actifs autour des vaisseaux sanguins, des veines, aide aussi à la circulation sanguine pour retourner le sang vers le cœur. D'accord. Tu as parlé de l'activité physique et je me demande, entre la musculation et la marche, est-ce que tu as un avis sur lequel disons, favorise la santé le plus? Est-ce qu'il y en a un qui favorise la santé plus qu'un autre ou est-ce que les deux sont bons? OK. Alors, pour aider le système cardiovasculaire, on veut de l'activité physique qui va aider la circulation sanguine. Alors, si on prend un exemple, si je commence à marcher, je bouge mes bras, je bouge mes jambes. Bon, les muscles dans mes bras, les muscles dans mes jambes, comme on dit, ils bougent. Maintenant, si je fais des poids, de la muscu, oui. Je prends un poids, je fais ça. Mes jambes me regardent. C'est pas comme on dit, tout mon corps ne bouge pas. OK. À moins que l'on fasse, OK, d'abord je fais les bras, après je fais les cuisses, après ça je fais d'autres muscles, tout ça. Donc il nous faut un programme complet. Voilà. Mais aussi l'endurance, c'est aussi bien parce que vraiment on veut fortifier le muscle cardiaque. Et ça c'est fait au niveau des activités cardio. C'est comme ça qu'on appelle l'activité cardio. Donc ça là, porte vraiment bien son nom. Voilà, exactement, parce que dans ces activités-là, ce sont des activités où le cœur est engagé, parce que le cœur doit vraiment pomper plus, parce que la circulation est augmentée par rapport à la demande musculaire. Voilà. OK. Donc, si je comprends bien, pour tous ceux qui nous regardent, faites de la musculation, mais faites aussi du cardio. C'est important. Voilà. La marche, c'est très bien. D'accord. La marche, c'est bien, surtout après manger. 15 minutes, 20 minutes de marche, c'est vraiment bien parce que ça stimule la circulation sanguine. Oui. Et ça aide la digestion. On n'a pas trop envie de marcher. Hein. Quand on a fini de manger, vous êtes d'accord avec moi, je suppose, on n'a pas envie de se lever, de se dire « OK, on y va, on va marcher ». Oui, c'est vrai, parce que moi, après manger, en général, je me sens un petit peu fatiguée. Oui. Mais j'ai pris l'habitude de me mettre debout. OK. Et puis au moins de faire des mouvements. Et puis ça aide beaucoup parce qu'après, en général, si je ne marche pas, je vais tendre j'aurai la tendance à somnoler. Si je commence à marcher, je sens vraiment que mon corps se réveille, que le sommeil un petit peu
disparaît. Ok. Donc. Mais la marche, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on dorme, donc, après avoir mangé. Ah non, 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 ça, c'est pas bon. Ah, c'est non, pas... non, non, c'est pas bon de dormir. Il ne faut pas qu'on écoute, pas qu'on écoute notre instinct, alors. C'est ça. Non. Il ne faut pas dormir, enfin, surtout pas s'allonger complètement après manger. Non, ça, c'est pas... S'asseoir, peut-être? S'asseoir, oui. Mais le mieux, c'est de se lever et d'aller marcher. De marcher, voilà. Bon, je note ça dans les nouvelles habitudes à prendre après cette émission. D'accord, c'est noté. Dès demain. OK. Donc, on a parlé du cœur, des vaisseaux sanguins, des maladies. J'ai une petite question quand même par rapport aux globules rouges. On a parlé de leur rôle pour amener... c'est eux qui transportent l'oxygène. Est-ce que on a un stock de globules rouges ou est-ce qu'ils se régénèrent? Est-ce qu'ils sont limités ou est-ce qu'ils se régénèrent? OK. Alors, les globules rouges, en général, la longévité des globules rouges, c'est 120 jours. OK. Donc, il y a le système de ce qu'on appelle l'érythropoïèse. Et c'est ce que le corps fait, c'est générer les globules rouges. Alors, il y a plusieurs facteurs qui contribuent au taux de globules rouges qu'on a dans le sang. Enfin, en moyenne, s'il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas trop bon qui se passe, c'est 120 jours. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres causes qui peuvent détruire les globules rouges. Il peut aussi avoir des réactions dans le corps qui vont détruire les globules rouges. Si les globules rouges, des fois, elles ont des formes qui sont anormales, ça peut aussi provoquer ça peut aussi causer une rupture des globules rouges précoce. Donc là, on va perdre un bon montant des globules rouges. Donc il faudra en refaire plus rapidement qu'à la normale. Il y a aussi les globules rouges, l'érythropoïèse, elle est aussi stimulée par une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. Donc si l'individu ne fait pas assez d'érythropoïétine, le mécanisme pour pouvoir faire les globules rouges sera compromis, on ne fera pas assez. Donc, il y a plusieurs choses aussi. Il y a aussi, s'il y a des hémorragies, hémorragie interne ou externe, donc on perd du sang, donc on perd beaucoup de globules rouges, donc il faudra les remplacer plus rapidement. Très rapidement. Voilà, parce que le moins de globules rouges on a, c'est c'est comme si, tu sais, maintenant, il y a les Uber, les taxis. Oui. Alors, imagine que les globules rouges, ce sont des taxis pour l'oxygène. Oui. Et bien, si on perd des taxis, des Uber, ben, il y aura moins de transport d'oxygène. Et s'il y a moins d'oxygène dans le sang, il y aura moins d'oxygène disponible pour les cellules, ce qui veut dire qu'on a un problème. Donc, on sera peut-être plus fatigué, voilà. Des choses comme ça. Exactement. Donc là, on aura envie de faire la sieste. Ah oui, on aura envie de faire la sieste. Les couleurs sont un petit peu plus pâles. Oui, et puis voilà, fatigue. On va s'essouffler beaucoup plus rapidement. Donc c'est important. Donc tout ça, quand tu me demandes par rapport aux globules rouges, comment la durée, s'il y a tu m'as dit un stock. En général, la moelle osseuse, c'est là où les globules rouges sont formés. Donc, en général, la moelle osseuse, elle travaille de manière à fournir assez de globules rouges. Maintenant, si on a des cas d'hémorragie, ou alors des globules rouges qui sont mal formés, ou alors qui vont être détruits plus rapidement, à ce moment-là, le stock va être diminué. Donc, il faudra faire plus de globules rouges plus rapidement. Donc, voilà. Et la moelle osseuse communique avec le cerveau pour pouvoir savoir... elle communique avec une partie du corps qui va pouvoir la tenir au courant et la prévenir de quand il faudra refaire des globules rouges, s'il y a soudainement une hémorragie, quelque chose comme ça. Alors, les globules rouges, en général, l'érythropoïétine, l'hormone, c'est une réponse par rapport au taux,
C'est pas d'oxygène, mais de dioxyde de carbone. Donc, Ok. le corps surtout attentionné au risque. C'est-à-dire, si quelque chose est bon, il va... Il va laisser corps, passer. il va pas trop s'intéresser, il va plutôt s'intéresser à ce qui peut causer des problèmes. Ok. Donc, dans le corps, ce qui cause des problèmes, c'est plutôt le dioxyde de carbone. Donc, on a des capteurs qui sont un petit peu partout dans le corps, qui tout le temps mesurent le niveau de dioxyde de carbone dans le corps. Et si on voit qu'il commence à avoir trop de dioxyde de carbone, le corps va commencer à acheminer des réponses pour pouvoir, pouvoir réduire le taux de dioxyde de carbone et aussi élever le taux d'oxygène. Donc, en réponse à cela, l'érythropoïétine va commencer peut-être à faire aussi plus de globules rouges, mais aussi à augmenter le système pulmonaire, de respiration, de respirer pour avoir plus d'oxygène. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on va commencer à aller plus loin, à faire plus de globules rouges. Donc la respiration rentre en jeu. Oui, aussi. D'accord. Donc, le système cardiovasculaire n'est pas tout seul, il agit avec tout le monde. Voilà, exactement. Ok. Donc, on va faire attention à notre respiration, on va faire attention à notre stress et à tout ça. Je veux rappeler que vous pouvez poser vos questions à l'adresse email 3abnfrançais@3abn.org, pardon. Et Madame Boutrin, se fera un plaisir d'y répondre dans la prochaine émission. Je veux faire un point aussi avec toi sur le prochain thème. Le prochain thème qui sera... Je crois que c'est le système endocrinien. D'accord. Alors là, on va parler d'hormones, on va parler d'hormones, le but des hormones, comment ça marche dans le corps et surtout les différentes glandes qui produisent les hormones, surtout au niveau des adolescents et puis quand on grandit, enfin, on devient un petit peu plus âgé. Voilà. D'accord. Donc, je veux encore te remercier d'être venu, c'est moi qui te remercie. d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous pour passer ce temps, répondre aux questions, parler de la santé et juste être là. Merci beaucoup. Merci, Indy. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'adresse email, c'est 3abnfrançais@3abn.org. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. À la prochaine pour parler du système endocrinien.